sommes avec Nafna Mochnik, qui est la directrice générale de Logivité et également présidente du CNRPA Domicile. Bonjour Nafna. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous vous présentez puis présenter votre métier? Moi, je suis donc travailleuse sociale de formation. J'ai créé mon service il y a maintenant 13 ans, c'était en 2007. Je vais bientôt avoir 45 ans. Mon métier, ce n'est plus tout à fait celui que j'avais choisi au départ en créant cette entreprise. Quand j'ai créé Logivité, je m'imaginais vraiment être au plus proche des gens, faire les visites, participer au recrutement des auxiliaires de vie, ce que j'ai fait un temps, mais en fait, Logivité se développant tant et si bien qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix qui était de devenir véritablement la gestionnaire de mon service. Alors maintenant, j'ai envie de vous dire que j'ai 1000 métiers. Je m'occupe de la communication, je m'occupe du développement, je m'occupe du partenariat, je m'occupe de la qualité. Je suis quand même, parce que ça j'y tenais beaucoup, très en lien avec les équipes d'auxiliaires de vie et de travailleurs sociaux qui m'entourent à présent. Donc voilà, j'ai l'impression un peu d'avoir 1000 métiers. Mais je pense que c'est tous les chefs d'entreprise qui doivent vous répondre ça. Logivité, donc c'est à Paris. Si je dis que c'est une entreprise de service à domicile, vous réagissez comment? Je vous dirais que c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale d'aide à domicile. Alors, je crois qu'en réalité, tous les services d'aide à domicile peuvent se prévaloir de ce titre parce que fondamentalement, on a une mission de solidarité, de cohésion sociale. Voilà, c'est vraiment dans notre ADN que de venir en aide à la population la plus fragile. Mon entreprise a une petite particularité, c'est que du coup, je me suis engagée dans un fonctionnement ESUS qui non seulement demande un objet d'utilité sociale, mais également un mode de fonctionnement un peu particulier, très axé ESS, économie sociale solidaire. Donc du coup, avec un mode de gouvernance participative, donc je ne prends jamais mes décisions seule, je les prends toujours en concertation. Ça ne veut pas dire que c'est la démocratie dans mon service, mais en tout cas, je les prends toujours en concertation avec les délégués du personnel et l'équipe qui m'entoure. Donc ça, c'est pas d'écart de salaire de plus de 1 à 7. Alors le jour où moi, je gagnerai 7 fois le SMIC, c'est que, en tout cas, que je pourrais me payer cette fois le SMIC, c'est que peut-être le secteur de l'aide à domicile aura trouvé un modèle économique viable, mais enfin là, on en est loin. Et puis, une lucrativité maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de sortir de dividendes, mais voilà, il y a une règle que je ne connais pas bien, parce que chez nous, en fait, on a fait une règle qui va au-delà de ce que nous demandent les US, qui consiste à laisser, alors mais c'est vraiment un choix d'entreprise, la série personne qui me l'impose, qui consiste à laisser 2 tiers d'un résultat quand on en a un, ce qui n'est pas toujours le cas, 2 tiers du résultat dans l'entreprise pour pouvoir prévoir le lendemain, parce que les coups durs, là, on les a vus, ils s'accumulent quand même, donc il faut avoir les reins solides, donc une trésor qui tient la route. Pouvoir développer des projets et c'est là du coup c'est vraiment vos sujets, permettre à la technologie d'arriver, la modernité, la digitalisation d'arriver dans nos services parce qu'on en a cruellement besoin et que pour le moment grosso modo il y a maintenant des subventions, mais globalement je les ai tous subventionnés sur mes propres comptes le temps que les subventions arrivent. Donc l'année dernière il y en a eu grâce à la CNSA. Et puis 1 tiers qui est distribué à l'ensemble des salariés. Voilà, parce que je pense vraiment que la réussite de cette boîte, je leur dois. Donc voilà, c'est une règle qu'on avait prise même avant la création de ce fameux tampon ESUS là, qui me va plutôt bien. C'est combien de salariés dans votre structure? Ah oui, pardon. Alors, Logivité, maintenant, c'est 160 salariés. Soit 120 équivalents temps plein. C'est important que je vous dise ce que ça donne en temps plein parce que le souci de mon secteur, c'est qu'on a beaucoup de mal encore aujourd'hui à proposer des temps pleins aux auxiliaires de vie et c'est ce qui les précarise d'ailleurs énormément.
On comprend bien pourquoi les gens nous appellent pour une aide au lever, pour une aide à la toilette, pour une aide au repas, pour une aide au coucher. Donc finalement, un peu toujours sur les mêmes créneaux horaires, Oui. ce qui oblige à multiplier le nombre de salariés, mais qui ne sont pas à temps plein. Bon, en tout cas, à Logivité, comme aujourd'hui, maintenant, on accompagne plus de 800 personnes. On est devenu un grand service d'aide à domicile costaud sur Paris. On a cette possibilité de proposer des temps pleins. On a négocié aussi avec les vieilles dames et les vieux monsieur pour que ce soit possible. On a imposé, entre guillemets, et puis ceux qui ne voulaient pas sont partis dans d'autres services. Mais par exemple, on a imposé que les tâches ménagères et les courses aient lieu plutôt l'après-midi Oui, d'accord. pour occuper des temps un peu Oui. creux, pour permettre aux auxiliaires de travailler en continu tout au long de la journée. Donc, c'est 160 salariés, 120 équivalents temps plein. Et les gens, les auxiliaires de vie, et il n'y a pas que des auxiliaires de vie dans mon service, j'ai aussi des travailleurs sociaux, j'ai aussi des coordinateurs, enfin voilà. Tous ceux qui sont à temps partiel, en tout cas c'est mon vœu, l'ont choisi. Ils ne le subissent pas. On a le droit de travailler à temps partiel, à Logivité, mais à condition que ce soit un choix personnel. La question que je me pose, c'est que si je suis auxiliaire de vie je veux dire, en province, avec un niveau de vie provincial, je peux m'en sortir. Je trouve qu'être auxiliaire de vie, ça peut être très difficile en région parisienne. Ah bah, c'est sûr que le coût de la vie rapporté à leur salaire, et d'autant plus quand elles sont à temps partiel, sur un temps partiel subi, où elles ne vont pas pouvoir compléter d'ailleurs ce temps de travail avec un autre employeur parce que c'est entremêlé de coupures inutilisables, c'est terriblement compliqué. Moi, j'ai quand même beaucoup d'auxiliaires de vie, et à la fois des auxiliaires de vie et à la fois des gens qui bossent avec moi, parce elles sont 16 personnes maintenant à travailler avec moi au bureau. Et vraiment, cette équipe, elle a aussi une grande importance dans la qualité. En tout cas, tous ces gens habitent très souvent à 1 heure et demie de Paris, prennent les transports. D'ailleurs, on a vu à quel point c'était compliqué pendant le confinement pour elles d'arriver jusqu'à nous, à quel point elles s'exposaient pour venir travailler. En plus, pour dissuader les gens de se déplacer à Paris, les lignes de métro, passé une certaine heure, ont été suspendues, etc. Donc, elles ont été d'une grande ténacité pour venir travailler dans un contexte aussi compliqué. D'accord. En tant que présidente du CINERPA Domicile, quels sont les principaux enjeux de ce secteur des services à domicile? Là, j'ai envie de dire qu'on est arrivé à un tournant. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va réussir à convaincre de la nécessité d'une réforme et de cette loi grand âge et autonomie et d'un mode de financement différent? Est-ce qu'on va y arriver ou est-ce qu'on va mourir en fait? Ou est-ce que voilà, c'est ce qui se joue en ce moment. Donc là, c'est vrai qu'on était plein d'espoir. D'abord parce qu'on avait le sentiment d'avoir fait la démonstration de notre indispensabilité. On se disait qu'après une crise pareille, tout le monde comprendrait que nos services ne sont pas des services d'aide ménagère ou de femmes de ménage, qu'on a une toute autre fonction. Alors, il y a une auxiliaire de vie qui a dit ça à la radio. J'ai trouvé ça assez juste. Elle a dit, moi, je ne suis pas femme de ménage, je suis auxiliaire de vie. D'ailleurs, la preuve, les femmes de ménage pendant le confinement étaient confinées et nous, on était sur place. Donc, on voit bien ce qu'elle a voulu dire à travers ça, c'était on voit bien qu'il y a d'un côté une notion de confort dont les gens peuvent se passer parce que ça va, et puis de l'autre côté, des gens indispensables au bien-être d'une personne fragile à domicile. Et donc, on était plein d'espoir. Je ne vous cache pas que maintenant, les espoirs se sont un peu évanouis. Il y a eu plein d'occasions ratées, en fait. Là, on a eu le Ségur de la santé qui était très épado-centré. Non, pardon, qui était très hospitalo-centré et finalement qui a intégré les EHPAD. Mais voilà, donc du coup, on n'est pas du tout dans le champ. Il y a le plan de relance. Le plan de relance, on aurait dû être fléché sur le plan de relance. On est des emplois non délocalisables, indispensables. On sait qu'on va avoir dans les années futures un nombre de personnel manquant incroyable. On aurait pu mettre le paquet, là, dans ce cadre de plan de relance, sur les services d'aide à domicile. Bon, non, pas un sou là-dessus. Il y aurait eu plein d'autres idées autour des formations, enfin, vraiment fléchées.
le plan de relance, une partie du plan de relance, en tout cas véritablement sur les professionnels du domicile. Ça n'a pas été fait. Le plan climat, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais alors ce n'est pas le cas à Paris. Moi, elle se déplace énormément en transport en commun, mais en province et partout ailleurs, les auxiliaires de vie utilisent leur propre véhicule personnel pour aller travailler, très souvent de vieux véhicules, des véhicules polluants, des véhicules d'ailleurs qui tombent en panne et qui les empêchent de venir travailler, donc qui créent de l'absentéisme. Ça, c'est un point que Myriam El Khomri avait souligné dans son rapport. C'est quelque chose, voilà, si demain, grâce au plan climat, on commence à financer des flottes de voitures de fonction pour les auxiliaires de vie, non seulement on contribue au mieux-être de la planète, en plus, pour elles, on améliore leurs conditions, entre guillemets, de rémunération, parce que c'est tout autant ça de ne pas dépenser. Bon, bref, donc on a été oublié là. La loi grand âge et autonomie est annoncée pour 2021, après avoir dit que ce serait avant la fin de l'année 2020. Bon, a priori, ce n'était pas possible au calendrier de je ne sais pas quoi, Bon, bref. En tout cas, ça fait plus de 10 ans qu'on nous dit chaque année que c'est l'année prochaine. Alors, c'est vrai que ce gouvernement-là n'avait pas mis dans son programme les notions de grand âge, donc du coup, on leur en veut moins. En tout cas, sur les 2 premières années de mandat, on leur en voudra moins. Mais alors maintenant, on ne comprend pas du tout que ce ne soit pas leur priorité. Et en plus, il y a un paradoxe quand même, parce que les gens, tout le monde dit que tout le monde veut vieillir chez soi, que c'est le désir des Français et tout ça. Et c'est entendu, enfin, je veux dire, quand on écoute nos gouvernants, nos ministres, tout le monde est d'accord là-dessus et personne ne donne les moyens aux professionnels du domicile de pouvoir accompagner toutes ces personnes chez elles. Ouais. Parce que moi, je pense qu'en fait, en vous interviewant, puis en interviewant des dirigeants de grosses structures associatives historiques en France, j'ai l'impression qu'on arrive sur 2 murs, en fait. Il y a un mur où... moi, je leur pose la question, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est une grosse association en province, par exemple, certains j'en dis. Vous perdez de l'argent chaque année. Je n'arrive pas à comprendre comment ça va tenir longtemps. Et je dis, mais l'argent en fin d'année, il faut être comment, en fait? Donc, ils prennent sur leurs fonds propres. Donc sur la trésorerie qu'ils avaient eue des années auparavant. Et là, j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs arrivent en France, en fait, au bout de leur trésorerie. C'est qu'en fait, on va arriver dans les prochaines années, mais en fait, aux liquidations des structures. Ça, c'est le premier mur que je vois. Et le deuxième mur que je vois, c'est quand je pose la question, est-ce qu'on va être capable de faire face au mur des baby-boomers qui va arriver dans 4-5 ans peut-être? On me répond non, pas dans l'état actuel. Oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a énormément de services qui ferment, qui ne s'en sortent pas. Il faut dire que la façon dont le modèle économique est pensé ne permet pas aux structures de s'en sortir. Moi, mon service n'est pas déficitaire et je ne puise pas sur ma trésorerie, en tout cas pas tous les ans, parce qu'on a réfléchi à plein d'astuces, c'est qu'on est toujours un peu, pas toujours dans le cadre, quoi. On bricole sur les temps de déplacement qui ne nous sont pas payés, mais on bricole de façon à ce qu'il le soit quand même pour les auxiliaires de vie, où on met de façon insuffisante des temps de réunion ou des temps de transmission qui sont pourtant indispensables pour bien accompagner les personnes qui nous sont confiées. Enfin, vous voyez, c'est ça, on nous met dans une situation, on met les services d'aide à domicile dans une situation à ce qu'elles soient ou hors norme, hors cadre, ou mauvais. Enfin, en fait, il n'y a pas 15 000 solutions. Et donc, effectivement, vous avez raison, il y a beaucoup de services qui ferment. Et puis, je pense que la crise Covid passant, ça nous a fragilisés d'autant plus. Là, on a eu des surcoûts terribles de protection individuelle, d'heures sup pour combler les absences des collègues. Enfin, voilà. Donc, du coup, on a eu des coûts importants. Alors, normalement, on devait compenser, pour les services d'aide à domicile, on devait compenser notre perte d'activité. Effectivement, sur mon département, ils nous ont versé une somme, mais j'ai l'impression c'est pas très clair, j'ai l'impression qu'ils la récupèrent. C'était juste un acompte. Enfin, voilà, c'est un peu flou.
Voilà, et il y a eu plein d'effets d'annonce. C'est pareil, hein, la prime pour les auxiliaires de vie, où on était tellement soulagés qu'enfin, Oui. le président de la République, le 4 août, annonce qu'on aurait, en tout cas, que les auxiliaires de vie auraient elles aussi une prime pour s'être ainsi Et exposées, c'en est pour où, avoir été... c'en est où la prime-là cette prime a été versée Et non, en commerce. et non, en fait, ça n'a été qu'au bon vouloir des départements. Donc moi, j'ai la chance d'être dans un département qui tout de suite a voulu considérer ces professionnels. Donc moi, je suis à Paris. Il y a une quarantaine de départements qui ont voulu faire un geste à différents niveaux. Enfin voilà, certains ont donné, Paris a tout de suite annoncé 1500, d'autres ont annoncé 500, d'autres ont annoncé 1000. Mais enfin bon, bref. Après, il y a eu l'annonce du président qui disait que l'État viendrait abonder la Oui, moitié oui, à hauteur de 1000 euros. Donc voilà, ça a été une annonce. Sauf que si les départements ne versent rien, bah, il n'y a rien, vu que ça vient abonder en fait. oui, oui. Aujourd'hui, il y a il y a 61 départements, donc, et autant de professionnels qui se trouvent sur ces départements qui n'ont pas de prime. Et donc, c'est d'une grande violence pour celles qui Parce qu'en fait, l'argent nécessaire au développement de ce secteur d'activité, et puis j'allais dire, entre guillemets, au respect des salariés de ce secteur d'activité, ça demande quand même un effort assez important. Parce que quand on dit, par exemple, que certains départements vont payer 17 euros de l'heure pour une personne qui intervient uniquement sur l'intervention, et qu'on serait rentable vers 24 euros, et donc ça fait déjà, on va dire, je ne sais pas combien, ça fait 25% de plus, je ne suis pas si bon dans le calcul. Plus, après, il faut calculer les temps de déplacement, enfin, facturer les temps de déplacement, donc ça se rajoute en plus. Puis après, il faut payer les véhicules, tout ça. Non, mais c'est quasiment les temps de réunion, plus les le temps de transmission. mais, non, mais ce qui est demandé pour viabiliser le système, plus faire le cap des baby boomers, mais c'est au moins x2 sur ce qui est dépensé à l'heure actuelle. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, donc là, dans ce que vous dites, on comprend très bien que le compte n'y est pas, Bien mais ils ne sûr. font pas profil bas. Ça veut dire qu'en fait, nos départements nous demandent de badger, demandent à l'intervenante de badger en Oui, arrivant et en repartant, et décomptent les minutes qu'ils estiment que nous n'avons pas faites. Je dis qu'ils estiment parce que si on s'est retrouvé coincé derrière la porte, une vieille dame d'un vieux monsieur, ah oui. qui démener pour essayer de savoir si cette personne allait bien, si on a appelé les pompiers, tout ça, c'est du temps qui a mobilisé toute une équipe, mais l'auxiliaire de vie n'a pas badgé. Donc, du coup, tout ça va être toutes ces minutes, ces quarts d'heure, en plus, vont être décomptés de ce qu'on espère être réglé à la fin du mois. Et je ne sais pas comment le secteur tout entier a accepté ça, en fait. Moi, je suis d'accord pour qu'on décompte les minutes si on nous paye notre travail à sa juste valeur. Comme aujourd'hui, on est complètement en deçà de ce que coûte un véritable service d'aide à domicile, si on m'explique que c'est en deçà parce qu'il n'y a pas de sous, mettons un peu de rondeur dans le fonctionnement de chacun. Enfin, moi, j'entends bien qu'il faille être raisonnable, pragmatique, mais à ce moment-là, je n'accepte pas qu'on malmène et qu'on violente mon équipe en voulant décompter des minutes par-ci, des minutes par-là. Ça veut dire que les salariés les plus quand même les moins bien traités traités, en tout cas rémunérés, je pense, de tout le médico-social, c'est quand même les auxiliaires de vie. Ces mêmes auxiliaires de vie qui, mettons, je dis n'importe quoi, ont 7 heures de programmée dans la journée, en fonction de comment elle va badger, on voudrait qu'on les rémunère finalement 5h17 ou 6h10, enfin voilà, en fonction du badgeage et pas les 7 heures programmées initialement sur leur planning. Comment voulez-vous que économiquement les services d'aide à domicile s'en sortent et comment économiquement les auxiliaires de vie peuvent s'en sortir avec un tel fonctionnement? Alors moi, pour le moment, je le dis très clairement, hein, je résiste. Moi, je ne veux pas, tant qu'on ne me propose pas un autre modèle de financement qui prendrait en compte, d'abord, qui revaloriserait les salaires des auxiliaires de vie. Vous savez, en fonction, là, il y a une grande bataille, mais en tout cas, sur ma convention collective, il y a 17 centimes de l'heure d'écart seulement entre quelqu'un de diplômé et quelqu'un de pas diplômé. 17 centimes. Comment on peut encourager quelqu'un à se former, à devenir un professionnel qualifié si c'est 17 centimes qu'il va y avoir d'écart par heure
brut en plus. Voilà. Donc, ces salariés qui ne sont pas bien payés, qui souvent, du coup, ne sont pas à temps plein pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et qui, en plus, vont se voir décompter des minutes parce qu'elles vont avoir mis plus de temps pour se déplacer de chez Madame X à Monsieur Y, parce que, comme je le disais, quelqu'un ne va pas répondre à la porte, parce que, voilà, enfin, moi, je crois qu'on marche sur la tête. Moi, je me refuse, hein, pour le moment, je tiens bon, oui, je refuse à appliquer ce truc-là. Voilà. Est-ce que l'une des solutions ne serait pas… En fait, il y a une vingtaine d'années, je suis toujours ami avec Fabrice Provin qui avait créé l'âge d'or service à l'époque, il y a plus de 20 ans, 25 ans maintenant, et puis qu'on avait vu à l'époque, déjà à l'époque, bon, il n'y a aucun progrès de fait pratiquement, à l'époque c'était déjà difficile, très difficile. Et je sais que Fabrice, on ne s'était pas battu, mais on s'était un petit peu battu pour que les services à domicile puissent revendre des produits aux personnes âgées ou prescrire ou recommander des produits aux personnes âgées en touchant des commissions. C'est-à-dire, en fait, si on prend un exemple, là, j'ai changé sur ce sujet-là, c'est de l'Action Logement finance à hauteur de 5 000 euros les douches pour les personnes âgées qui ont des plus faibles revenus. On pourrait très bien imaginer que, par exemple, votre structure passe un accord avec un installateur de douche, d'accord, que les auxiliaires de vie remontent les informations, les contacts de là où on peut installer une douche. La douche est installée en respectant le forfait, hein, et donc la douche est entièrement gratuite pour la personne. On respecte les 5 000 euros, j'insiste. Elle est installée par l'entreprise en question. Et votre service, vous, il touche quelques centaines d'euros sur chaque douche installée. Oui, alors j'entends bien, mais quand même, tout ça, toutes ces choses auxquelles on réfléchit, c'est parce qu'on n'est pas payé correctement pour faire notre travail. Et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. On peut pas, on peut pas parce qu'on n'est pas payé correctement. Enfin, vous voyez, ça, c'est des solutions où on se dit, bon, bah, c'est foutu. Ben, On c'est n'aura parce pas que le modèle uniquement. économique pour faire ce qu'on fait vraiment. Et donc, du coup, on va essayer de trouver des produits un peu dérivés. Alors, dans l'exemple que vous prenez, ça m'embête moins parce que j'ai entendu parler de votre dispositif, enfin de ce dispositif, et que je sais que ça va pas, comment dire, ça va pas à l'encontre de l'intérêt des personnes qu'on accompagne. Le truc, il est gratuit, c'est forcément pour du mieux, enfin voilà. C'est pour ça que j'ai cité l'exemple là, exactement. Oui, mais voilà, sur cet exemple-là, ça tient la route, mais vous imaginez les dérives. Si d'un coup, les services d'aide à domicile ont un impact de leur survie économique, on peut imaginer qu'on puisse se retrouver dans une situation pas du tout clean, quoi. Donc moi, j'ai une autre piste, enfin pas que moi, hein, la fédération que je représente, et puis je pense plusieurs des fédérations du secteur. Frédéric, vous êtes avec nous? Oui, je suis là, oui. D'accord. J'ai une autre piste, enfin on a une autre piste, ça serait déjà d'arrêter de dépendre complètement des départements, qui fait de nos services un peu l'ajustement en tout cas c'est le sentiment qu'on a, c'est-à-dire qu'ils ne nous payent pas comme ils devraient nous payer, ils nous payent comme ils peuvent nous payer. En fait, du coup, Oui. on sert un peu d'ajustable de leur budget global. Donc, et je comprends, hein, ils sont dans des difficultés financières telles que voilà. Donc, ça serait bien qu'on arrête d'être complètement sous la tutelle des départements pour partir sur une co-gouvernance ARS, département, avec une supervision de la CNSA. Là, je pense qu'on arrivera à quelque chose de beaucoup plus homogène sur le territoire. Ah oui, homogène, oui. Oui, parce qu'en fait, il faut préciser que dans les départements, les montants d'appât sont différents, les remboursements, les prises en charge de chaque heure d'auxiliaire de vie sont différentes, etc. Ouais. C'est ça, c'est fou. Donc ça, il faut sortir de ça. Et puis, si on arrive à se mettre d'accord sur une co-gouvernance ARS et département, du coup, on pourrait avoir une dotation soins, parce que quand même, on est à une frontière entre l'aide et le soin quand qu'on est un service d'aide à domicile. Alors, l'idée n'est pas tant de demander à nos aides à domicile de faire des soins d'escar ou des pansements pour lesquels on n'est pas du tout formé, mais on fait déjà des aides à la toilette qui pourraient être financées par la sécurité sociale et qui le sont quand ces mêmes toilettes sont prises en charge par les soignants, les infirmières, et qui ne sont pas prises en charge quand c'est nous. Donc, on pourrait imaginer des dotations soins pour venir prendre en charge cette partie-là et que ça ne repose pas sur les plans d'aide des gens. On pourrait tout à fait imaginer que des infirmières coordinatrices viennent renforcer
nos services de manière à ce qu'il y ait toujours cet équilibre entre l'aide et le soin, l'accompagnement et le soin, et du coup d'avoir deux sources de financement possibles. Ce n'est pas l'espacade ce que je raconte, parce que l'espacade, le problème, c'est qu'on est vraiment dans deux équipes dans un même service, avec là encore des tuyaux complètement qui ne se rejoignent jamais. En fait, il y a un tuyau ARS qui finance le soin, les aides-soignantes et les infirmières, et un tuyau département qui finance l'APA et la PCH. Donc, du coup, on répète les difficultés qu'on connaît en dehors d'espacade, on les répète dans l'espacade et on met encore les équipes d'espacade, à mon sens, en difficulté. Donc, en fait, il faudrait vraiment permettre à l'auxiliaire de vie de devenir le premier agent d'accompagnement et de soins communs, à la fois pour la partie accompagnement et à la fois pour la partie accompagnement département et à la fois pour la partie ARS. Après, on peut aussi, voilà, il y a aussi des choses qu'on peut améliorer à moyen constant. Alors, vous disiez qu'il n'y avait pas eu d'amélioration en 25 ans. Quand même, moi, j'en vois une majeure, c'est que quand même, entre-temps, l'APA est arrivée. Oui, oui, bien sûr. Ça a été pensé de façon imparfaite. Mais par contre, il faut reconnaître que c'est venu solvabiliser un secteur qui, sans cela, ne se serait pas développé comme il s'est développé aujourd'hui. Donc, l'APA, c'est à mon avis, à mon sens, une grande avancée, mais là encore, à mon avis, on pourrait l'utiliser autrement. Aujourd'hui, si un plan d'aide n'est pas utilisé dans sa globalité dans le mois, il est perdu pour la vieille dame ou le vieux monsieur qui en a la possession. Ouais. C'est complètement aberrant parce que s'il est hospitalisé, par exemple, tout un mois et qu'il revient à domicile, c'est là qu'il aurait besoin qu'on mette le paquet, qu'on mette plus de gens. Et voilà, cet argent, il était de toute façon prévu pour lui. Il se trouve que pour elle, il a été hospitalisé, il l'a pas utilisé. Mais si on pouvait lisser ces plans d'aide, comme le fait la CNAV d'ailleurs, la CNAV le fait très bien, si on pouvait lisser ces plans d'aide sur l'année et pouvoir utiliser plus d'heures quand la personne en a besoin sans que ce soit perdu d'un mois sur l'autre, ça serait des pistes d'amélioration. Et puis aussi et surtout, il faut absolument sortir du financement à l'heure. Là, par exemple, je trouve que le Covid, la période de confinement et même la grève des transports terribles qu'on a eue en région parisienne, là, juste avant le Covid, parce que nous, on les accumule. Là, on a eu grève des transports, confinement, après, on a eu peur qu'il y ait une canicule. Enfin, voilà, c'est vraiment... la vie dans un service d'aide à domicile n'est jamais un long fleuve tranquille. On se demande toujours ce qui va nous arriver de pire que ce qu'on vient de vivre. En tout cas, cette grève et ce confinement montrent à quel point le modèle économique des services d'aide à domicile ne peut pas marcher tel qu'il est parce qu'aujourd'hui, il ne repose que sur le nombre d'heures réalisées par les services d'aide à domicile. Et dans une situation comme celle-là, où finalement, par exemple, pendant le confinement, on a annulé énormément d'heures et où l'équipe a énormément retravaillé à l'organisation des emplois du temps, voilà, donc du coup, on a fait énormément d'heures supplémentaires. Les auxiliaires de vie qui pouvaient encore travailler ont, elles aussi, fait énormément d'heures supplémentaires. Tout ce travail, on a travaillé, je pense on travaille beaucoup, mais je pense qu'on n'a jamais travaillé autant de toute notre vie. Et pour autant, je crois qu'on n'a jamais perdu autant d'argent. Et pourtant, on en perd quand même pas mal toute l'année. Donc, il y a un truc à repenser. On ne peut plus nous payer à l'heure, quoi. Ou alors, il faudrait quelque chose un peu mixte, quoi. Une dotation globale qui financerait les services supports, les réunions transverses, les transmissions, etc. Et puis, le coût horaire qui serait calculé à la minute, cette fois-ci, véritablement sur un face-à-face et qui resterait sur un taux de 20 € ou de 21 €. Là, on pourrait payer correctement nos auxiliaires. Et puis, sur les tarifs à l'heure, et puis payer ce qui n'est pas payé à l'heure actuelle. Parce que juste pour que les gens comprennent, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui va arrêter, parce que je l'ai un peu poussé dans ce sens-là, mais il était auxiliaire de vie sur Lyon. Pour faire ses 35 heures, c'est 8 heures par jour, c'est 12 heures de travail. Hein.
C'est qu'en fait, il va voir les personnes âgées et entre-temps, c'est les déplacements. Donc, pour faire ces 8 heures effectifs payées, ça fait, il commence à 7 heures du matin chez la personne et il finit à 8 heures le soir. Oui. Alors là, on met les gens dans hallucinant. C'est hallucinant. Normalement, les employeurs ont l'obligation de payer les gens sur les temps de déplacement. C'est-à-dire que, voilà, mais je crois que... mais ils n'y arrivent pas, certains n'y arrivent pas. Ouais. Un modèle économique, pour certains, leur permettant de payer ces temps de déplacement qui ne sont financés par personne. Moi, c'est ce que je vous disais un peu en off tout à l'heure, c'est que la chance que j'ai, et encore, c'est que voilà, les gens dont on s'occupe sont suffisamment nombreux et suffisamment proches les uns des autres pour que les auxiliaires de vie perdent le moins de temps possible dans les temps de déplacement, et c'est ce qui nous sauve. Est-ce dire qu'on risque pas d'arriver à deux situations en France? Les personnes âgées qui seront proches des centres-villes pourront avoir des aides à domicile plus tard, dans les prochaines années, quand il va y avoir le baby-boom, et les autres qui seront trop éloignées, comme les personnes âgées qui sont dans mon village en Savoie, au fin fond de la Maurienne, en haut d'un village, à elles, on leur imposera de déménager en centre-ville. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, parce que je ne peux pas imaginer ce monde comme ça à deux vitesses. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce que vous soulignez, et c'est aussi qu'il y a un monde à deux vitesses de gens qui peuvent régler un service d'aide à domicile plus cher que ce que prévoient finalement les politiques sociales, et donc ceux-là, ils auraient accès à un service de qualité, et puis les autres, ils se retrouvent sans aide ou avec un service qui fait comme il peut parce que insuffisamment financé. Oui. Donc effectivement, il y a cette crainte, mais enfin, je ne peux pas imaginer que la loi grand âge et autonomie qu'on attend depuis tellement d'années, que la création de la 5e branche de la sécurité sociale qui est censée la financer ne vienne pas solutionner ce que vous venez de souligner. D'autant qu'il y aura des économies de fait. Enfin, quand je vois, par exemple, ce qu'on perd comme... Enfin, je veux dire, en France, on a quand même des politiques sociales qui sont ce qu'elles sont, mais où on voit qu'il y a quand même de la solidarité et du souci de ne pas laisser les gens complètement sombrer dans la pauvreté. Donc, on se retrouve finalement, nos auxiliaires de vie qui ont des conditions de travail et des salaires insuffisants se retrouvent souvent à avoir... à percevoir, vous savez, le complément d'activité, oui. Le RSA. Enfin, voilà, il y aurait des choses à imaginer pour utiliser cet argent public. En plus, c'est professionnel. Si on les payait correctement et en temps suffisamment grand, il n'y aurait pas plus heureuse qu'elle que de ne pas avoir à toucher des bouts de ficelle de politique sociale annexes pour pouvoir s'en sortir. Vous demandiez comment les auxiliaires de vie à Paris s'en sortent. Et ben, elles sont très loin de Paris, elles ont l'aide au logement. Pour celles qui sont en temps partiel, elles ont un complément de revenus via ce type de politique. Elles demanderaient pas mieux que de pouvoir vivre correctement et justement de leur travail sans avoir rien demandé d'autre à personne. Donc, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on pourrait imaginer quand même flécher cet argent public autrement. D'accord. Pour finir, j'aurais voulu parler du Synerpa domicile, entre guillemets, pour faire un peu de publicité pour les structures qui nous écoutent. Quels sont les principaux rôles d'un syndicat comme le Synerpa domicile? Alors, le Synerpa domicile a une particularité, c'est qu'il a rejoint en fait une fédération qui est bien plus âgée qu'elle, qui va avoir bientôt 20 ans, qui est le Synerpa, qui a été monté par des EHPAD. À la base, il y a 20 ans, ce n'était pas des EHPAD, c'était des maisons de retraite. Et ces maisons de retraite étaient un peu dans la situation du domicile aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de politique sociale et de soins à l'intention de ces maisons. Et donc, du coup, les acteurs de terrain et les professionnels, les directeurs se sont regroupés, ont monté ce syndicat et on voit aujourd'hui que les EHPAD, je ne voudrais pas parler d'un sujet que je connais mal, mais en tout cas, ils ont bien réussi à trouver une solution entre l'État, le soin, le département pour financer
des maisons qui sont en mesure d'accueillir correctement et dignement, quoi qu'on en dise, des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux. Donc, du coup, il y a 5 ans, ils se sont dit que ce qui serait quand même intelligent, et je crois que ça l'est véritablement, ce serait de créer une cofédération qui réunirait en son sein tous les acteurs du grand âge. Et donc, ils ont créé, avec les professionnels de chaque secteur, ils ont créé le CINERPA domicile et le CINERPA RSS, résidence senior. Et donc, moi, c'est dans ce contexte que je les ai rejoints parce que je trouvais ça extrêmement intéressant de défendre un secteur qui s'appuyait sur l'intérêt et le bien-être des gens qu'on accompagnait et pas sur qui nous étions. Le CINERPA domicile, il accueille aussi bien des associations que des entreprises. Et le point commun entre ces associations et ces entreprises, c'est véritablement la fragilité des personnes accompagnées. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des services de confort. Les gens, quand ils font appel à nous, c'est que véritablement, ils ont besoin de nous pour vivre dignement chez eux. Et donc, du coup, le message à faire passer au pouvoir public, il est quand même pas tout à fait le même si on a quand même des sujets communs avec nos amis des services à la personne, mais il n'est pas tout à fait le même. Il est aussi sur le versant de la santé, sur le versant de la cohésion sociale, sur le versant de la solidarité. Voilà. Et donc, c'est le positionnement aujourd'hui de la fédération que je représente. Après, on a eu énormément de chance puisque du coup, en pareille tempête, on a bénéficié de la notoriété de cette fédération qui existe encore une fois pas depuis 5 ans, mais depuis 20 ans, qui était déjà extrêmement en lien avec le ministère de la Santé et qui a pu faire passer des messages forts concernant le domicile. Et je crois que ça a, par exemple, contribué, on n'était pas les seuls à le demander, mais à ce que, par exemple, nos professionnels aient une place à l'école, parce que le fait qu'on n'ait pas de mode de garde pour les professionnels du domicile, ça aurait été catastrophique. Voilà, et on a réussi, ça n'a pas été de tout repos, mais on a fini par leur faire entendre qu'il nous fallait des masques, on a fini par leur faire entendre que le circuit qui nous proposait pour récupérer les masques ne fonctionnait pas. On a réussi quand même sur des petites choses. Voilà, je dis petites choses parce que finalement, les professionnels du secteur ont aussi bien joué la débrouille, des coudes, voilà, ils ont la solidarité aussi. On a été très solidaires les uns des autres pendant cette période-là. Mais en tout cas, voilà, la fédération que je représente, forte de toutes les autres, parce que là, je dois quand même reconnaître, je sais que c'était pour faire un peu de promo pour moi, pour ma fédé, mais bon, faut reconnaître quand même qu'on a su bosser intelligemment les uns avec les autres pendant cette période et que certainement que ça a beaucoup, beaucoup aidé les professionnels de terrain, même si de loin, parce que moi, j'étais à la fois sur faire passer les messages à nos autorités et à la fois, j'étais dans mon service démunis avec mes auxiliaires de vie qui n'avaient pas de protection, les vieilles dames, les vieux monsieur, leurs familles qui nous appelaient très inquiets, quelques hospitalisations, des gens qui sortaient. Enfin voilà, donc j'étais dans ces deux réalités et c'est vrai que si j'avais pas vu comment les fédérations ont travaillé pendant cette période-là, j'aurais eu le sentiment que j'étais bien seule. Vous voyez, il y a eu quand même ce décalage entre l'investissement des fédérations, et là vraiment je peux parler du travail de l'équipe du CINERPA tout entier, quoi. Enfin là, comment ils se sont démenés, et bon, on n'a pas été entendu sur tout, mais on a quand même bien limité les dégâts. D'accord. Qui peut, qu'on soit très clair, qui peut adhérer au CINERPA domicile? C'est tout le monde, en fait, tous les gens qui ont un service d'aide à domicile, qui soit, ce que je disais, une entreprise ou une association, ou comme moi, une entreprise ESUS. Voilà, à partir du moment où on dirige un service d'aide à domicile, on peut rejoindre le CINERPA, qui, à mon sens, est vraiment
une fédération très dynamique. Puis très puissante, parce qu'il en faut de la puissance pour faire passer les idées en ce moment. Oui, parce qu'on a cette intelligence d'avoir rassemblé comme ça tous les acteurs du grand âge autour d'un projet politique commun. Un mot de conclusion? Oh là, je suis jamais bonne hein, pour conclure, je sais pas. Pour conclure, un peu résumer un peu tout ce que j'ai pu dire tout au long de notre entretien, c'est que les services d'aide à domicile sont indispensables à la vie de nos concitoyens, que les moyens qu'on leur accorde, la considération qu'on leur porte, la vision qu'on en a est insuffisante et va mettre dans les prochaines années en grande difficulté les personnes les plus fragiles de notre pays si on n'y remédie pas tout de suite, maintenant, sans attendre, et que loin d'être un effort financier pour notre pays, on pourrait se dire il faut faire cet effort financier au nom de la solidarité. Mais je crois que loin d'être cet effort financier, ça peut être aussi un formidable levier économique, une source d'emploi dans une période où plein de gens vont perdre, vont perdre leur travail parce qu'on est à l'aube d'une crise économique compliquée. Voilà, c'est des métiers qui ne sont pas délocalisables, c'est des métiers riches de sens, c'est des métiers dans lesquels on peut s'épanouir. Par contre, il va falloir revoir l'organisation et la rémunération de ces professionnels, ça c'est certain. D'accord. Voilà pour la conclusion. Merci Daphna Moschnig. Je rappelle que vous êtes directrice de Logivité. Je prononce mais si on fait de la pub, j'en profite quand même pour vous dire que j'ai écrit 2 bouquins. Et que voilà, on peut en parler. Voilà, j'ai failli oublier. Donc, si vous voulez vivre ce que les services d'aide à domicile vivent toute l'année, vous pouvez lire mon premier livre qui s'appelle Derrière vos portes, aux éditions Michalon, qui est sorti il y a 2 ans, où les gens m'ont dit qu'ils avaient quand même beaucoup ri en me lisant et ils avaient été surpris par les situations qu'on vivait. Donc, je vous le dis, et en plus, normalement, vous ne vous ennuyez pas en me parcourant. Et là, j'ai écrit dans l'urgence vraiment mon cri du cœur. Le journal s'appelle Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement, et je raconte les péripéties de mon service. L'objectif était pas de mettre mon service en avant, mais de raconter que cette situation qui était vécue par mon équipe, c'était la situation de tous les SAD en réalité en France, et que voilà, j'avais envie qu'il y ait un gros coup de projecteur sur eux, sur notre activité, parce que finalement, il y a eu beaucoup de silence autour de ce qu'on faisait, et c'était ma contribution pour y remédier. Voilà, donc ça, c'était ma vraie petite pub. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez trouver sous la vidéo les 2 liens pour aller commander le livre. Je ne sais pas sur quel site, je pense que ça sera… mais sur la FNAC, vous pouvez voilà. Avec le libraire, tout ça, ça se commande très bien. Voilà, donc vous n'avez qu'à cliquer sur les liens sous la vidéo pour voir ces livres. Merci Daphna. Je rappelle, Daphna Moschnig, je rappelle que vous êtes directrice de Logivité, également présidente du Cinerpa Domicile. Merci. Merci à vous.